Bienvenue dans un nouvel épisode du Journal d'un dirigeant. On est dans une mini-série. Cette mini-série, le titre, c'est Comment avoir des managers qui te permettent de te concentrer sur ce qui compte pour toi, chef d'entreprise, c'est-à-dire la vision, la stratégie, la culture et l'expression de ton talent unique. Tes managers sont primordiaux dans cette tâche. Tu ne peux pas te passer de tes managers si tu veux réussir à vraiment remplir complètement ton rôle de chef d'entreprise. Et donc, dans cet épisode-là, on va parler de ce qu'il faut plus faire en management. Je pense que cet épisode, il est vraiment important parce qu'il peut te faire gagner des années que moi j'ai perdu à expérimenter. J'irai les deux grands modes de management dont je vais te parler aujourd'hui. Donc, on va vraiment simplifier les choses. On va être un peu caricatural dans cet épisode, mais pas tant que ça. Tu verras que c'est pas forcément si caricatural que ça. Et on va voir que en tant que chef d'entreprise et manager d'ailleurs, on a toujours une tendance à osciller entre ces deux extrêmes, de ces deux formes de management. Une forme que j'ai appelée le management à la pression et une forme que j'ai appelée le management à la bienveillance, parce que c'est un terme qu'on emploie pas mal, qui est un terme positif. On voit bien que dans ces deux termes, il y en a un qui est positif et l'autre qui est négatif. Et donc, la question que se pose un chef d'entreprise quand il voit ça, c'est qu'il dit, moi, je vais prendre celui qui fonctionne le mieux. Et on va voir qu'en fait, il y en a aucun des deux qui fonctionne aussi bien que tu le voudrais. Sur le papier, il fonctionne, puis dans la réalité, il fonctionne moins bien. C'est la différence entre la théorie et la pratique. Quand je te parle de théorie, c'est ce que je vais faire aujourd'hui, je t'assure que ça a été confronté à de la pratique. La mienne, ça fait 30 ans, 26 ans, 27 ans que je suis chef d'entreprise, donc la pratique, je connais. Je fais pas que outil du manager, j'ai aussi des entreprises à côté. Et puis la pratique des autres entrepreneurs qui font partie du ciel, le cercle des intrapreneurs et entrepreneurs libérés, où on aide justement les chefs d'entreprise à se concentrer sur ces choses-là à travers le management, mais aussi à travers leur organisation personnelle, leur stratégie, etc., etc. Si le ciel t'intéresse, fais un mail à Adélie. C'est très facile, adélie@outildumanager.com. Il y a une autre chose qui peut t'intéresser. C'est une école de management qu'on a créée qui s'appelle l'école des managers, EDM, qui permet de te former au management, si tu es manager ou même chef d'entreprise et que tu as envie de te former au management, mais qui permet aussi de former tes collaborateurs au management. Et pour ça, tu fais aussi un mail à adélie@outildumanager.com. Le principe de l'école des managers, c'est qu'on prend tes managers ou tes collaborateurs qui sont pas encore managers et on les forme au management et on les forme ni à la méthode sur la pression, ni à la méthode sur la bienveillance. On a une troisième voie dont je te parlerai dans le prochain épisode. Ok, on démarre avec la performance à la pression ou la manipulation d'ailleurs. Ce mode de management, il a fonctionné malheureusement, je dirais, pendant des années, sans conséquences réelles. Et heureusement, ou malheureusement, je ne sais pas, ça dépend de quel point de vue on se place, ce n'est plus possible. Donc, pour illustrer le management à la pression, je te présente Jack Welch. Donc, tu vois ici, il est représenté comme Mr. Hyde and Jekyll Hill, parce que oui, c'est Mr. Hyde quand il est dans les médias et qu'il explique sa version du management, puis la partie Jekyll Hill, je vais t'en parler, c'est peut-être la partie que subissent ses managers, ou que subissaient ses managers et ses collaborateurs. Donc, Jack Welch, c'est un des dirigeants emblématiques aux États-Unis pendant la période de 1980 aux années, ou plutôt début 2000. Et moi, personnellement, puisque ça correspond, je dirais, la deuxième partie de son règne, entre guillemets, ça correspond au moment où moi je suis devenu chef d'entreprise, puisque je suis devenu chef d'entreprise fin 1998, moi j'avais bien aimé, beaucoup aimé son livre « Ma vie de patron ».
J'étais un peu choqué par cette technique, mais pour maintenir de l'hyper-performance dans son entreprise, dans ses entreprises. Mais à l'époque, je pensais que c'était la seule voie. Et donc, j'ai effectivement pratiqué une forme, je dirais, moins extrême, mais une forme de management à la pression ou management via les chiffres, via les objectifs très élevés et via aussi une forme de compétition interne. Donc, je vais te lire un résumé des Échos qui avait été fait à propos de Jack Welch, et tu vois, je l'ai résumé en te montrant une courbe là qui est à droite de l'écran. Si tu regardes ce podcast en vidéo, cette courbe, elle représente une courbe de Gauss, et cette courbe de Gauss, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans une entreprise, eh bien, on a le top 20 des plus performants dans nos collaborateurs. On a un milieu qui est, le top 20%, pardon. On a un milieu qui est the vital 70, c'est-à-dire les gens qui sont vitaux pour l'entreprise et qui sont les plus nombreux, qui sont 70%. Et on a les bottom 10, c'est-à-dire les 10% des gens qui sont pas performants. Et effectivement, une courbe de Gauss, ce qui est bien, c'est que ça marche à tous les coups. Tu peux classer tes collaborateurs et dans l'ordre du plus performant au moins performant. Alors après, il faut voir comment tu les classes, mais oui, effectivement, tu peux faire cette répartition et choisir de regarder tes collaborateurs de cette manière-là. J'ai mes A-players, j'ai mes moyens, et puis j'ai mes vraiment mauvais. Et donc, je te lis l'article de Jack à propos de Jack Welch qui était paru dans les Échos. Franc du collier, droit dans ses bottes, le patron peut alors instaurer la différenciation, grand principe sur lequel General Electric a bâti son succès. Cette technique consiste à évaluer à intervalles réguliers des salariés pour les répartir en 3 catégories selon leur performance. Les 20% les plus efficaces, les 70% du milieu et les 10% les moins bons, puis à choyer les premiers qu'il convient d'inonder davantage de stock options, de louanges, d'amour et de formation. À l'opposé, les 10% de derniers de la classe se voient offrir un aller simple vers la sortie, impitoyable logique darwinienne, tensent les détracteurs de cette méthode. C'est le jeu, rétorque Jack Welch, arguant qu'il n'a pas inventé la différenciation, mais qu'il l'a apprise à l'école dans la cour de récréation. Ok, je savais pas que dans les cours de récréation de l'époque, on jetait les 10% de gens pas performants, mais bref, c'est sa vision. Et donc, le principe, c'est de liquider 10% des effectifs chaque année. Et donc, c'est un principe, apparemment, de cours de récréation pour diriger notre équipe. Et donc, ce serait le principe que devraient appliquer tes collaborateurs. Maintenant, je te pose la question, est-ce que tu penses que c'est une bonne idée? Sur le papier, c'est imparable, c'est mathématique, etc., etc. Dans la réalité, imagine la pression que ça met sur tes managers et sur leurs équipes. Et là, je cite Jack Welch, « Les premières années, c'est facile, car on fait partir les brels. Mais au fur et à mesure que l'on continue, on doit liquider des personnes toujours meilleures, nous dit Jack Welch avec un sourire carnassier. Effectivement, je trouve ça trop drôle. Ouais, à lire, mais à faire, je trouve ça moins drôle. Et vraiment, si ça semble, je dirais, logique sur le papier, je crois que dans la vie, c'est beaucoup plus compliqué de gérer le type de relation que ça fait naître entre tes collaborateurs, le type de pression que ça met sur tes managers, le type de pression que ça met sur tes collaborateurs. Bref, je pense que ce management à la pression de cette manière-là, je pense que c'est pas ce que tu veux dans ta boîte. Mais le management par la pression, ça peut avoir des formes insidieuses. C'est ce que j'ai essayé de te représenter avec cette horrible illustration faite à l'aide de l'intelligence artificielle. C'est peut-être à une époque où elle était moins performante, mais en gros, c'est le principe de la carotte et du bâton. Et ça, c'est vachement répandu, ça paraît logique, etc., etc. Et donc, le principe de la carotte et du bâton, c'est que le pouvoir est donné au manager
par l'entreprise quand il accède à son poste. Et c'est vrai, quand tu nommes quelqu'un manager, tout à coup, il va avoir le pouvoir d'évaluer son collaborateur, de le contrôler, de le sanctionner, de le récompenser, parce que son nom sera au-dessus sur l'organigramme. Son titre signifie que désormais, on lui doit obéissance, simplement parce que toi, chef d'entreprise, tu l'as placé à cet endroit, au top de l'organigramme, ou j'irais à une position intermédiaire, mais qui en tout cas lui donne un pouvoir absolu sur les autres. Et à nouveau, sur le papier, si tu te dis, ben ouais, j'ai fait mon boulot, et je suis d'accord avec toi, il faut que tu aies un organigramme, et ce qui fonctionne encore très très bien, c'est effectivement les organigrammes hiérarchiques. Donc, je te donne pas tort là-dessus, et il y a une certaine logique, le pouvoir vient d'en haut, les niveaux hiérarchiques servent à exécuter la stratégie, chaque niveau domine le niveau du dessous. Le petit problème, c'est que ça marche de moins en moins bien. Ça marche de moins en moins bien, ça marche moins bien qu'il y a 10 ans, mais en plus, le manager qui utilise cette forme de pouvoir, il va se rendre compte que dans sa vie, sa relation avec ses équipes, eh bien, ça marche de moins en moins bien. Parce que, au début, il a l'impression que tout est géré, et puis, ça va se dégrader. Pourquoi? Parce que les employés ne se contenteront jamais de seulement un pouvoir hiérarchique. Ils ne se sentiront pas tenus d'obtenir des performances juste parce qu'on a mis une étiquette sur le nom de quelqu'un. Ils ont besoin d'autre chose. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, ces employés qui aimeraient bien être ailleurs? Eh bien, soit ils sont bons et ils vont aller ailleurs, ou soit ils vont rester parce que malheureusement ils sont pas bons et ils doivent subir la situation et ils trouvent pas d'autres postes, mais ils vont s'échapper d'une autre manière. Ils vont échapper au pouvoir du manager en se mettant en maladie, en faisant le travail minimum, en faisant juste la performance nécessaire pour éviter les sanctions, et ils vont profiter de tous les interstices de contrôle, parce que le pouvoir hiérarchique, il marche bien que s'il y a un contrôle. Le problème, c'est que tu peux pas contrôler tout le temps les gens, et donc, qu'est-ce que c'est se glisser dans les interstices du contrôle? Bah, il y a plein de façons super faciles de le faire. C'est, tu prends des pauses un peu plus longues, tu restes dans les toilettes avec ton téléphone, tu sors sur les réseaux sociaux dès que le chef, le collaborateur, le manager, pardon, a le dos tourné. En fait, je sais pas si t'es manager, si t'es employé ou si t'es chef d'entreprise, mais franchement, si tu veux te soustraire au contrôle de l'entreprise, c'est assez facile. Tu vas avoir une vie d'employé qui est une vie de merde, hein, c'est clair, parce que tu auras un chef que t'aimes pas, des journées au boulot qui sont pas intéressantes, mais tu peux le faire. Et tu le feras si tu ne reconnais pas quelque chose en plus, quelque chose qui te donne envie justement de travailler avec tes collaborateurs aux objectifs que le manager aura fixés. Et puis, la forme la plus délétère de cette fuite des collaborateurs devant le pouvoir hiérarchique, eh bien, c'est ce qu'on appelle le passif agressif. En fait, le passif agressif, c'est une forme de mutisme, d'indifférence affichée, d'éloignement. C'est en fait quand tu as un collaborateur qui est plus récalcitrant, qui râle plus, qui est plus réfractaire, mais il devient une espèce de mur, un mur, c'est-à-dire il exprime plus rien. Donc tu peux avoir une première impression positive en disant ah bah ça va, il s'est calmé, il est rentré dans le rang, machin. Tu vois, tu peux te dire ça, mais en réalité, juste il s'est adapté. Et le problème, quand l'image que je t'ai mise là, elle est assez horrible, mais en fait, ce que je veux dire, c'est que quand tu es rentré dans ce système du passif agressif, eh bien, c'est le moment où tu commences à avoir ce que j'appelle des collaborateurs zombies. En fait, c'est des exécutants, donc ils t'ennuient pas, hein, ils font ce que tu leur dis, mais c'est des mauvais exécutants. C'est-à-dire que ils font leur boulot, mais mal. Et en fait, au bout d'un moment, ce qui va se passer, c'est que tu seras toujours à ton poste de manager, tu seras toujours effectivement, tu auras l'autorité hiérarchique sur des gens, mais finalement, tu vas pas arrêter de dire je suis entouré d'incapables, je suis obligé de tout contrôler. Et donc, toi, chef d'entreprise, ça veut dire que tu vas avoir un manager
qui te dit bah ouais, j'ai le pouvoir hiérarchique, mais en fait, je suis entouré de nuls. En fait, ils sont mauvais. Et donc, je dois les contrôler de plus en plus. Et donc, toi, chef d'entreprise, tu vas te retrouver. T'avais des collaborateurs, bon, ils étaient normaux. Puis tu mets en place du management. Et puis, une fois que tu as tout mis en place, tu crois avoir tout mis en place à travers ce management hiérarchique, qui est quand même le management le plus logique, etc. Eh bien, tu te retrouves avec des collaborateurs zombies dirigés par des managers contrôlants. En réalité, tu as juste détruit la performance de l'entreprise, détruit l'enthousiasme, détruit les relations, et en plus, tu as mis une couche de mecs au-dessus, des managers qui étaient bons, parce que si tu les as mis à un poste de manager, c'est que tu estimais qu'ils étaient bons, mais ils passent tout leur temps à corriger les erreurs et à contrôler les autres qui sont devenus nuls. Bref, à la fin, tu te retrouves avec un management raté, c'est-à-dire un management qui coûte cher, qui est inefficace et qui génère une incroyable insatisfaction pour tout le monde. Voilà, je viens d'enterrer le management à la pression et le management purement basé sur l'autorité hiérarchique. C'est la première forme de management dont il faut que tu te méfies et dont il faut que tu vraiment évites de la mettre en place. Il vaut mieux un gros bordel que ce truc-là. Deuxième manière, une fois que tu t'es rendu compte que ça marchait pas, bah tu te dis, heureusement, il y a le management bienveillant. Yes. C'est ce qui est sexy maintenant, je te l'ai représenté ici, c'est tout le monde il est content et c'est le respect de l'individu sur le principe caricatural, et j'en conviens, de si tu es gentil et que tu fais confiance à tes collaborateurs, tu auras en échange de la performance. C'est cool, c'est chouette, on va bien s'amuser dans cette équipe trop magique. Ok. Ça part d'une formidable bonne intention et je dirais que c'est plus joli sur le papier que le management à la pression. Sauf que ça ne résiste pas très longtemps, ces principes-là, très flous, au principe de réalité. Si je suis heureux et qu'on me fait confiance de manière inconditionnelle, est-ce qu'automatiquement, je vais bosser à fond pour la boîte? Moi, je crois pas. Moi, je crois que c'est quand même prendre un grand risque de partir sur ce principe. Pourquoi? Je pense que ça va marcher avec certaines personnes, en particulier avec des personnes qui ont reçu une certaine éducation, peut-être dans leur famille, peut-être dans leur environnement. Et puis, je pense que ça va beaucoup moins marcher pour d'autres personnes qui n'ont pas eu cette éducation, qui n'ont pas eu cette habitude, etc. Et je pense aussi que même ceux qui sont doués de bonnes intentions au départ et de la bonne éducation, ils vont voir ce que font de cette liberté leurs collègues et ils vont se dire c'est un peu injuste quand même. Et puis il y a aussi, il faut pas oublier, dans notre société, des courants de fond véhiculés à travers les réseaux sociaux sur plus de bien-être, de liberté, et c'est formidable, mais aussi parfois avec une vision un petit peu excessive de cette partie-là de notre vie. Et donc, personnellement, moi, je ne veux peut-être pas choisir, si on me met dans ce système-là, de travailler de manière optimale. Je vais peut-être choisir d'aller me balader, de préparer mes vacances, de discuter le bout de gras avec Janine de la compta, et puis, pourquoi mes priorités, ce seraient les mêmes que la boîte, finalement? On me laisse en liberté, on me fait confiance, j'ai aucun risque. Il y a d'autres choses dans la vie que le taf, c'est ce que me disait Albert, mon copain qui a fait un burn-out dans l'entreprise d'à côté, etc. Et donc, je suis content, je suis dans une boîte, j'ai un boulot alimentaire, et puis je m'épanouis ailleurs, et puis on nous le dit assez, il faut s'épanouir ailleurs. Donc, si personne nous contrôle au boulot, c'est la fête. Alors évidemment, tu te dis là, Cédric, tu gâches un peu la fête. C'est pour ça que je t'ai montré aussi que j'ai peut-être aussi moi un aspect Mr. Jekyll et Mr. Hyde, c'est ce que j'ai représenté là-dessus. Et tu te dis mais non, Cédric, les gens sont pas tous des profiteurs. Et c'est ce que je viens de te dire. Je dis je pense qu'ils sont pas tous des profiteurs, mais j'ai été obligé de vivre
la méthode du laisser-faire. Ça, je l'ai vécu quand j'étais service civil dans une mairie. Donc c'était il y a super longtemps, mais c'est pas grave. Le principe est le même. J'ai assisté en direct et en live à ce que c'était qu'une entreprise sans contrainte, une entreprise entre guillemets, sans contrôle et sans sanction. Et là, j'ai vu, je te le dis, les pires excès en termes d'abus. Quand on n'a pas ou peu de contraintes, eh bien, on commence à tout mélanger. On fait ses courses sur Internet ou dans les magasins pendant les heures de travail. On ramène des choses qu'on devrait faire à la maison au boulot. On fait, j'ai vécu ça aussi dans une autre entreprise, ces listes électorales d'élus alors que on est salarié dans une entreprise. On va boire des coups chez l'un ou chez l'autre. On passe son temps à colporter des rumeurs, etc., etc., etc. Donc, je l'ai vécu, je l'ai vu, j'ai vu ce que c'était que le laisser-faire. J'ai eu aussi pas mal d'expériences. Je t'en parlerai très très positive. Hein. Je t'en parlerai dans le prochain épisode avec l'entreprise libérée, mais aussi des expériences négatives où des gens en fait finalement avaient pris le pouvoir de l'entreprise et c'était pas très beau à voir. Voilà pourquoi une question vraiment fondamentale qu'il faut te poser avant de choisir cette voie de la bienveillance, c'est est-ce que cette bienveillance, telle qu'elle est posée là, telle que je viens de la poser, elle rend vraiment les gens heureux? Moi, personnellement, dans cette mairie que je t'ai décrite, j'ai vu que des gens malheureux. J'ai vu une ambiance bizarre qui s'était installée depuis longtemps. Et je me suis rendu compte que quand on est livré à soi-même, pour certaines personnes, eh bien, et qu'on n'est pas trop occupé, on remplit le vide. On commence à cogiter, on commence à répandre des rumeurs, à se demander si la direction ne prépare quelque chose sans nous le dire, à médire sur telle ou telle personne dans le service. En fait, l'enfer est pavé de bonnes intentions, c'est ce que je veux te dire. Et en toute honnêteté, je veux te dire aussi que j'ai croisé des entreprises bienveillantes et performantes, mais honnêtement, j'ai jamais pu faire le lien entre la bienveillance et les performances. La plupart des entreprises bienveillantes que j'ai croisées, elles étaient plutôt sur un marché ultra porteur ou seules sur leur marché, ce qui est top hein, quand on réussit à faire ça. Et elles pouvaient en effet supporter ces entreprises-là de très faible productivité. Et donc, je trouve que c'est dangereux de généraliser le fonctionnement à d'autres entreprises et de se dire, bah, si cette entreprise-là fonctionne, c'est parce que c'est une entreprise libérée, bienveillante, etc. Ouais, elle est peut-être aussi, elle a peut-être le luxe de pouvoir fonctionner comme ça parce qu'elle est sur un marché qui le permet. Et ce que j'ai observé aussi, et ça c'est vraiment important et je suis pas le seul à l'avoir observé, c'est que dans ces entreprises, tout se complique quand le marché se complique. Tout d'un coup, quand il faut réagir et peut-être prendre des décisions qui sont pas évidentes, eh ben, la direction se rend compte qu'elle a plus aucune prise sur les collaborateurs et que le retournement, il va pas être possible. Et donc, je trouve que le management par la bienveillance, c'est franchement une formidable intention. Et je pense que c'est important qu'il y ait de la bienveillance dans les entreprises, mais pour moi, ça offre aucune garantie de performance. Et je dirais même que c'est un des modes de management qui génère le plus de frustration chez les managers. C'est-à-dire que quand tu es chef d'entreprise et que tu dis à tes managers, en fait, ce qui compte, c'est la bienveillance et de faire confiance, etc. Et c'est d'ailleurs ce que des jeunes managers peuvent ressentir. Combien j'ai vu de managers naïfs au départ qui disaient, bah non, en fait, finalement, moi, le management, ça va être à la cool, j'ai confiance dans les gens, etc. Et puis, je les ai croisés quelques années après et j'ai retrouvé un discours du type, moi, j'étais plein de bonnes intentions, je voulais pas manager par la pression, je voulais faire confiance puis que les gens soient heureux et le résultat, bah, ils en ont profité, ils n'ont pas été dignes de ma confiance et donc, je suis obligé de reprendre un management autoritaire à l'ancienne. Et donc, cette forme de management à la cool, on va l'appeler comme ça, eh bien, ça se finit soit par le retour au management par la domination, soit par l'abandon pur et simple du manager de toute action sur son équipe. Et donc, je te mets en garde aussi contre ce mode de management-là, et aussi d'une variante dont je t'ai pas parlé aussi, qui pour moi est super dangereuse, c'est le manager tout est bien. Donc, c'est le mec, il est dopé au positivisme, ou peut-être qu'il manque un peu de courage managérial, on va le dire comme ça, mais tout est bien.
En fait, c'est un vrai distributeur à compliment. Jamais il dit non. Toutes les idées sont bonnes. Faut pas brider la créativité. Il est hyper enthousiaste, tout est bien, etc. Et tout est formidable. Là, je vais être brutal et je vais te dire bullshit. Et je remets ma casquette de Mr. Hyde et Jekyll Hill. Si tu fais ça en tant que manager ou si tes managers font ça avec tes collaborateurs, ils ne seront jamais respectés par leurs collaborateurs parce qu'en fait, ils ne leur servent à rien en tant que manager. Oui, un employé dit « je veux un patron qui soit sympa, proche du terrain, machin, etc. » Mais ça veut pas dire qu'il veut une chiffre molle. En fait, quand un manager ne dit non à rien et qui dit que toutes les idées sont bonnes, que toutes les réflexions sont bienvenues, on n'y croit pas une seconde. Personne ne croit ça. On sait tous que dans l'entreprise, il y a des bonnes initiatives et des mauvaises initiatives, qu'il y a des bonnes idées, des mauvaises idées. Et donc, ce qu'on veut d'un chef, c'est qu'il fasse le tri. Et parce que sinon, on perd son cap et on perd toute confiance dans notre manager. On se retrouve exactement comme si on était livré à soi-même. Et on se dit, non seulement je suis livré à moi-même, mais le mec au-dessus de moi, il est payé pour faire quoi exactement? Pour être tout le temps tout content de ce que je lui dis? Non, moi je veux plus de choses de mon manager. Je veux qu'il porte des projets, qui me disent quand j'ai bien fait, mais aussi qui me disent quand j'ai mal fait. Et donc on en veut à notre manager pour sa faiblesse. Et là, je vais aller un peu plus loin. Je vais te parler très vite d'études qui ont été faites sur les dynamiques de couple. Et en fait, il est prouvé que les couples qui tiennent le plus longtemps, c'est pas les couples où on est toujours d'accord et toujours consentant sur tout. En fait, les couples qui s'engueulent jamais, on va le dire comme ça. Il y a une proportion, j'avais fait une vidéo là-dessus, j'ai plus la proportion en tête, entre les moments effectivement où on est en phase et puis on se fait aucun reproche et que des compliments, et une proportion avec les reproches qu'on peut faire à l'autre. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on attend d'un partenaire dans la vie? Oui, on attend de l'harmonie, oui, on attend des relations, oui, on attend tout ça, mais on veut aussi qu'il soit exigeant avec nous-mêmes et donc qu'il puisse nous dire « Non mais attends, ça c'est pas toi, là, il faut que tu te reprennes, là, t'es en train de faire une connerie. » Donc, c'est de la psychologie de bas étage pour les couples, et puis je suis pas conseiller matrimonial ou conjugal ou etc. Mais ce qui est vrai dans un couple, ça peut aussi s'appliquer à l'entreprise. C'est-à-dire que ce que tes collaborateurs vont apprécier si t'es manager, c'est aussi que tu sois exigeant, c'est que tu leur dises aussi quand ça va pas. Bref, je te mets cette image horrible, à nouveau faite avec de l'intelligence artificielle. Tu vois, au début, on était plein de bonnes intentions, le bureau était bien rangé, tout le monde était dans le monde de Candy et tout allait bien se passer. Et voilà le résultat avec un management basé uniquement sur la bienveillance. C'est le beans, tout est cassé. Les gens ont pas l'air heureux. Il y en a même un là-bas en bas à droite de l'écran qui a pas l'air bien du tout. Il va falloir voir ce qu'il a. Bref, tu l'as compris, sans exigence, pas de respect. Et donc, ma conclusion pour cet épisode, c'est le management à la pression, ça fonctionne plus, tu vas perdre tous tes collaborateurs, mais le management par la bienveillance pure, ça marche à peu près quand tout va bien et ça marche pas du tout quand ça commence à aller mal. Est-ce que tu es déçu parce que je t'ai dit? N'hésite pas à m'envoyer des commentaires. Peut-être que tu dis, mais non, Cédric, tu racontes n'importe quoi. Moi, je te raconte ce que j'ai vécu, je te raconte, je te donne juste mon opinion là-dessus. Tu as le droit d'avoir une opinion différente. Dans le prochain épisode, on va creuser une troisième voie, une voie qui permet d'obtenir des résultats en respectant à la fois ton temps et en respectant à la fois tes managers et tes collaborateurs. J'ai mis un moment, mais j'ai trouvé cette voie et franchement, ça a changé ma vie d'entrepreneur. Souvent, je sais que sur YouTube, etc., on me dit ça a changé ma vie, mais voilà, moi le management, vraiment, une fois que j'ai trouvé comment, ou plutôt que j'ai trouvé ma méthode, eh bien, ça a vraiment changé ma vie de chef d'entreprise. Et je serais pas du tout aussi serein et là où je suis si j'avais pas découvert ça. C'est pour ça que je me suis donné cette mission d'en parler le plus possible. Et donc, c'est pour ça que j'ai vraiment envie de te faire découvrir le modèle et de faire en sorte que tes managers puissent l'appliquer. C'est aussi pour ça que j'ai créé Le Ciel d'un côté. Donc,
ce cercle des intrapreneurs entrepreneurs libérés et une école des managers à côté, justement pour former des managers qui vont, je dirais, adopter cette troisième voie que j'ai appelée le management respectueux et performant. C'est-à-dire que je pense que le management à la pression pure et à l'autorité, c'est has-been. Je pense que le management à la bienveillance pure, c'est dangereux. Et pour moi, la troisième voie, c'est pas un mix des deux, c'est quelque chose de différent. C'est un management qui est respectueux de la personne. C'est ce qui fait qu'elle va rester dans ton entreprise et qu'elle va s'éclater et s'épanouir. Et en même temps performante, c'est ce qui fait que ton entreprise, eh bien, va avoir sa place sur son marché. Si tu veux creuser le sujet avec nous, n'hésite pas. Si c'est pour commenter cette vidéo, tu envoies à cédric@outildumanager.com. Si tu veux aller plus loin, soit du côté du cercle des dirigeants ou du côté de l'école des managers, c'est adeli@outildumanager.com. Je te dis à la semaine prochaine. Ciao.